Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on vous propose de continuer à apprendre en s'amusant avec notamment un professeur d'histoire TikToker. Il s'appelle Yann Bouvier. Il a des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. On va vous le présenter dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech. C'est Isabelle Rouen qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de cette émission. Isabelle, vous allez nous parler d'un sujet qui, je crois, vous tient à cœur et qui concerne aussi bien les écoliers que les étudiants. La fracture numérique, c'est ça ? Tout à fait. Il y a 13 millions de déconnectés en France et c'est un sujet qui concerne toutes les générations. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, c'est notre question du jour. À quoi ressemblera la rentrée EdTech entre explosion de l'intelligence artificielle dans l'éducation, nouveaux outils pédagogiques, lancement d'applications prometteuses aussi pour l'avenir de nos enfants dans ce monde qui change. On va en parler avec Oriane Ledroit, la nouvelle directrice générale d'EdTech France. Et puis Sarah Taoudi, responsable des partenariats chez YouKnowHigh. Bienvenue à toutes les deux. On va en parler dans un instant, mais d'abord, focus. Vous le savez, on aime le faire ici souvent dans cette émission et on va continuer à apprendre en s'amusant. C'est justement le credo de Yann Bouvier. Il est un petit peu plus connu sous le nom de Yann tout court sur TikTok où il a à peu près 800 000 abonnés. C'est énorme. Le professeur d'histoire qui nous donne quelques clés pour mieux appréhender le passé. Voici quelques extraits de ses vidéos les plus marquantes avec Xavier Terrade. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Non. Heureusement qu'on peut compter sur Yann Bouvier pour rétablir certaines vérités. Plus connu sous le nom de Yann tout court sur TikTok où il a près de 800 000 abonnés, le professeur d'histoire et de géopolitique dans un lycée de l'agglomération toulousaine démonte les théories du complot et réagit avec humour et sérieux aux petites polémiques historiques qui défraient la chronique. On peut parler de Cléopâtre dans le prochain film Netflix ou... Cléopâtre était donc, a priori, blanche. Oui, on va parler de la grosse polémique culturo-politico-historique du moment, la série documentaire de Netflix, Queen Cléopâtra. Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, était bien gréco-macédonien, peut-être pas pur jus, ça on ne saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mère de Cléopâtre, on la connaît pas. On a une source, Strabon, qui est un historien grec contemporain de Cléopâtre, et qui nous dit que Ptolémée XII a eu une seule fille légitime, et pas Cléopâtre. Celle-ci était donc sûrement la fille d'une concubine de son père, peut-être grecque, peut-être couchite. Et donc Cléopâtre était peut-être grecque, peut-être métisse, on n'en sait rien. Cela fait de longues années que Yann Bouvier partage ses cours sur Internet. Entre 2014 et 2018, il avait marqué les esprits avec ses élèves en faisant revivre sur Twitter l'histoire d'un poilu de la Première Guerre mondiale. C'est lors du premier confinement en 2020 que les choses ont pris une proportion plus grande. Dans le cadre exceptionnel du confinement lié au Covid-19 auquel nous sommes tous soumis, je fais le choix de libérer l'accès à absolument toutes mes ressources, cours, vidéos inédites de mon site internet à toutes les personnes de passage qui voudraient s'en servir pour faire cours ou pour suivre des cours dans les semaines à venir. C'est ainsi qu'il est devenu pour beaucoup d'élèves une référence. Son secret, expliquer certaines notions du cours avec un ton légèrement décalé. Vous avez bien compris, Napoléon III est le neveu de Napoléon Ier, mais c'est aussi son petit-fils. Ils se sont connus, peut-être qu'il l'appelait Papy Tonton, je sais pas. Certains le remercient même d'avoir sauvé leur bac, même si le principal intéressé s'en défend. En bon conseiller, Yann Bouvier dissuade aussi à sa façon ses élèves d'utiliser ChatGPT avec une démonstration implacable. Il a notamment mis fin aux privilèges nobiliaires. Non, la fin des privilèges de la noblesse, c'est 1789. Et alors ensuite, on peut lire « en instaurant une politique de tolérance religieuse ». Les protestants apprécieront. Et si on regarde le texte dans son ensemble, non seulement il est un petit peu court, il y a une absence quasi totale de date, et surtout, ça ne parle jamais de Versailles. Alors que c'est fondamental. Moralité, tu peux utiliser ChatGPT sans te faire choper. Par contre, t'auras une mauvaise note. Les conseils d'un professeur entrés à sa façon dans l'histoire d'Internet. Et on va passer au talk tout de suite. Experte du numérique, c'est ce qu'elle est. Elle est passée par le public, puis par le privé inversement. Elle est passionnée d'éducation. Oriane Ledroit est la nouvelle directrice générale d'EdTech France. On va parler avec elle et avec Sarah Taoudi, directrice des partenariats de YouKnowHigh, qui est en plateau, de ce qu'on peut attendre justement de cette nouvelle rentrée 2023 pour les startups du secteur. On en parle ensemble et on ouvre le talk, première partie.
C'est donc le nouveau visage d'EdTech France. Oriane Ledroit, vous venez de prendre vos fonctions au sein de la plus grande communauté des entreprises de l'éducation et du numérique en France. Vous succédez ainsi à Anne-Charlotte Monneret depuis le 12 juin dernier. Avec vous, Oriane, nous allons évoquer les grands enjeux de cette année 2023-2024 pour le secteur. Mais avant, on voulait vous souhaiter la bienvenue chez EdTech France et puis évidemment bienvenue dans l'école du futur. Comment ça se passe vos premiers jours ? Très bien. J'ai commencé avant l'été. C'était assez sportif. C'est une période où finalement, même si les élèves partent progressivement de l'école, on a quand même beaucoup de dossiers, d'échanges, de rencontres à honorer. Voilà, donc EdTech France, c'est cette belle communauté dont vous parliez, Philippine. C'est 460 entreprises qui rayonnent à la fois sur le secteur du scolaire, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et qui fait face, et on en parlera, à de nombreux et beaux défis très collectifs. On va en parler effectivement dans un instant, mais d'abord, je crois que nos téléspectateurs seraient ravis d'en savoir plus sur vous. Oriane, vous représentez le paysage EdTech français. Vous avez aussi un parcours pour le moins atypique. Vous avez été en effet conseillère inclusion auprès du secrétaire d'État au numérique Cédric O il y a quelques années. Vous avez ensuite été directrice de la réussite des programmes d'Open Classroom. Vous êtes passée également par Sciences Po en tant qu'enseignante. Et puis, à vos heures perdues, vous êtes aussi sportive de haut niveau. Puis, je vous demandais de revenir rapidement sur ce parcours un peu hors du commun. Oui, vous l'avez dit dans ces grandes lignes, même si ça fait 15 ans que je travaille. J'ai pas fait que Bercy ou Open Classrooms. C'est un parcours finalement qui considère que l'intérêt général ou la recherche de l'impact ne se fait pas que dans le public ou au contraire que dans le privé ou dans des entreprises qui ont un vrai rôle à jouer pour des personnes, des entreprises à mission. Donc j'ai alterné entre public à la fois local et national et privé, conseil et entreprise, dans une logique d'avoir du sens dans ce que je faisais. Métier, on passe beaucoup de temps à travailler, donc autant que ce soit en cohérence avec ce qu'on recherche dans la vie. Et puis, voilà, un engagement au service de ce que j'appelle le pouvoir d'agir ou le pouvoir de faire. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de l'inclusion numérique. Je vois que c'est un thème qui intéresse aussi l'émission d'aujourd'hui. Ce côté poison du numérique ou difficulté par le numérique à accéder à des droits fondamentaux, à une forme de citoyenneté. C'est des enjeux qui sont aujourd'hui très très forts. Le numérique, c'est aussi plein de potentialités, plein d'opportunités. La EdTech le montre tous les jours, que ce soit en matière de lutte contre le décrochage scolaire, en matière de consolidation des apprentissages, en matière de formation plus accessible à des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi des centres de formation. Donc voilà, j'ai décidé avec plaisir, en ayant rencontré les entrepreneurs de cette EdTech, tout cet écosystème, de me consacrer aujourd'hui à ce beau défi, à ce beau challenge qui est que finalement aujourd'hui le numérique, les technologies numériques dans leur globalité peuvent apporter des nouvelles solutions à l'apprentissage. C'est votre vision de la filière, ouais. C'est un défi qui est très important, certainement pour la société ou les personnes prises dans leur individualité, parce que c'est un enjeu de leur place en fait dans le monde du travail, dans la société, mais c'est un enjeu très macroéconomique de compétitivité du pays, de compétences, de compétitivité et aussi de souveraineté. Merci infiniment, Oriane. Alors, quels sont les grands sujets justement sur lesquels vous commencez à travailler maintenant à la tête d'EdTech France ? Est-ce qu'il y a des grands thèmes qui vous occupent déjà aujourd'hui ? Alors, il y a des thèmes qui étaient déjà auparavant traités par l'association et que je reprends. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une rentrée qui est une rentrée assez enthousiaste, au sens où on a déjà de belles réussites au sein des EdTech, que ce soit sur la formation professionnelle, où on sait que des Skill and You, des Open Classrooms, des Live Mentors, etc. ont formé énormément de personnes sur les métiers sur lesquels ils proposent des solutions d'apprentissage en ligne.
Un chiffre qui est assez parlant, Skillanu, c'est plus de 100 000 apprenants aujourd'hui. On a des réussites aussi très fortes sur le scolaire. On a aujourd'hui des solutions comme la Lilo qui permet l'apprentissage de la lecture, ou encore Plume qui permet l'apprentissage de l'écriture, qui ont énormément d'enseignants qui les utilisent. La Lilo, c'est 37 000 enseignants, Plume, c'est 20 000 enseignants. Donc on a ces belles réussites, on a cette belle dynamique. Et encore une fois, je ne suis pas du tout exhaustive dans mes exemples, mais c'est une rentrée aussi vigilante, parce qu'on a des difficultés et un peu des limites aussi auxquelles on se heurte, pour plein de raisons qui sont de notre responsabilité à nous, EdTech, mais aussi de la responsabilité des partenaires avec lesquels on travaille. Donc j'ai envie de dire plutôt d'une responsabilité de se mettre d'accord collectivement pour aller plus loin. Il en va notamment du soutien, du soutien financier, notamment à l'innovation. On a des EdTech qui innovent en matière d'intelligence artificielle, en matière de technologie immersive, etc. Et qui souvent sont un peu les parents pauvres des politiques d'innovation et de soutien à l'innovation, alors qu'on a beaucoup aujourd'hui de leviers financiers, notamment du côté de l'État en la matière. On a aussi des enjeux de diffusion des usages, de formation des enseignants, notamment diffusion des usages dans les écoles, facilitation des modalités d'achat par les collectivités territoriales, les établissements scolaires qui sont le cœur de la machine de déploiement des solutions de la EdTech. Nous, on pousse par exemple beaucoup pour l'élaboration et le déploiement dans les écoles du compte ressources, qui serait la manière pour responsabiliser les enseignants à acheter les solutions EdTech qui les intéressent et les satisfont. Ça, c'est un moyen pour nous très intéressant de remettre l'enseignant au cœur de cette logique d'achat de solutions numériques qui les outille. Est-ce que vous avez on est comme des manuels scolaires, on est des appuis aux pratiques pédagogiques. Et donc, on souhaite vraiment que ce compte ressources se déploie pour que les enseignants puissent définir, que ce soit en mathématiques, en lecture, en français, pour aussi tout ce qui est savoir historique, etc., puissent définir les outils numériques dont ils ont besoin et les déployer dans leur classe. Merci. On a un enjeu très fort sur le maintien de la formation professionnelle à distance. Aujourd'hui, on a un projet de loi plein emploi qui vise à instaurer un marché national de formation à distance, qui est très important. Je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'entreprises qui ont fait leurs preuves en la matière. Et on a aujourd'hui une instabilité un peu juridique en matière de soutien à la formation à distance, qui nous paraît pas normale compte tenu des résultats. Et sur lequel on doit donc faire un peu bouger. On sait que le gouvernement est favorable à ça, mais on a des organismes de formation plus traditionnels qui sont un peu embêtés par le fait qu'on propose des solutions complémentaires. Donc voilà, tout ça est en chantier. Beaucoup de chantiers, effectivement. Merci en tout cas infiniment, Oriane Ledroit. On le sait, depuis la crise du Covid, l'éducation a plus que jamais pris le virage du numérique. Entre robotique, métavers, campus connecté, quelles sont selon vous justement les nouvelles tendances EdTech de cette rentrée 2023 ? Alors on a beaucoup de solutions qui utilisent l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que en fait c'est cela qui va permettre un apprentissage individualisé. Et je pense que c'est vraiment le cœur de l'apprentissage d'aujourd'hui et de demain. Permettre à des élèves qui sont à un moment donné soit très à l'aise avec, par exemple, l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, des mathématiques, et au contraire permettre à des élèves qui sont un peu plus en difficulté d'avoir des contenus pédagogiques, un soutien du professeur, de l'enseignant spécifique à leurs attentes et à leurs besoins, c'est clé. C'est clé pour limiter le décrochage scolaire, surtout quand on est dans des classes où on a beaucoup d'élèves. Un enseignant seul, non outillé, aura du mal à prendre en compte les spécificités de chacun des élèves. Donc l'IA, aujourd'hui, parce qu'elle permet de suivre l'apprentissage, d'identifier là où l'élève va bloquer ou au contraire va avancer facilement, c'est central.
on a aujourd'hui énormément de solutions qui sont développées en partenariat avec des labos de recherche d'excellence, CNRS, INRIA, etc., et qui développent des modèles d'intelligence artificielle qui sont inédits et exemplaires, y compris quand on se compare à l'international. Donc ça, c'est clé. Et puis, en effet, on a toujours et de manière très intéressante et très utile toutes les solutions qui vont utiliser soit la réalité augmentée, soit la réalité virtuelle, et qui vont permettre, alors à la fois à l'école, mais aussi à l'enseignement supérieur et dans la formation tout au long de la vie, de manipuler et donc de répéter des gestes à l'infini, donc d'apprendre aussi sur des métiers qui vont nécessiter ces pratiques manuelles, qui vont aussi permettre d'apprendre sur, voilà, il y a des métiers de la médecine, de la biologie, de la robotique, etc. Sont des métiers pour lesquels il y a vraiment des solutions et des opportunités en matière de réalité virtuelle et immersive. Merci beaucoup Oriane. On va en parler justement un petit peu plus en détail avec vous. Sarah Taoudi, vous êtes responsable des partenariats chez Younomai. On est ravis de vous accueillir sur ces plateaux. Même question, quelles sont selon vous les grandes tendances de cette rentrée EdTech 2023 ? Est-ce que c'est aussi notamment la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle que vous remarquez avec les startups avec lesquelles vous échangez ? Merci Philippine déjà de m'accueillir et effectivement je rejoins plutôt Oriane sur les grandes tendances qui émergent. Effectivement on a l'intelligence artificielle, donc aussi bien l'intelligence artificielle ChatGPT qui va permettre en fait de générer du texte, des contenus et qu'on voit intégrés dans des outils comme WooClap. En fait, c'est des outils qui vont permettre aux enseignants de créer des quiz ou des exercices et en fait, on va intégrer cette intelligence artificielle générative dans ces outils. Ça va permettre aux enseignants facilement d'obtenir du contenu pédagogique et de l'adapter en fait en fonction de leurs besoins. Et puis, on a également l'intelligence artificielle qu'on intègre pour l'adaptive learning, c'est expliqué Oriane, qui permet en fait de faire des parcours personnalisés pour les élèves en fonction de leurs besoins. Et on a également toute la partie technologie immersive qui va permettre de faire comprendre aux élèves des notions mathématiques ou scientifiques très complexes. Je prends l'exemple de Foxar, par exemple, qui va permettre aux élèves de s'immerger dans des maquettes, par exemple le système solaire ou le corps humain, et va permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne et de rentrer pour découvrir par exemple chaque planète du système scolaire. Merci beaucoup Sarah. Et de tout ça, on va continuer à en parler dans un instant, mais d'abord on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Game over. This dog, man, I'll get the glasses is a whole different thing than you start following this. I mean, look at that face. Look at.
Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos invités. Oriane Ledroit, directrice générale d'EdTech France, et puis Sarah Taoudi en plateau, responsable des partenariats chez YouKnowWhy et puis experte des solutions EdTech. On évoquait donc ensemble, juste avant le ZAP, les grandes nouveautés de cette rentrée 2023-2024. Mais juste avant de reprendre nos discussions et d'explorer avec vous, Sarah notamment, et puis évidemment avec Oriane, les nouveaux usages qui risquent bien d'atterrir dans nos cartables, ou en tout cas ceux de nos enfants, on va laisser place à la chronique d'Isabelle Roux, qui a une idée derrière la tech. Isabelle, merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau. Alors avec vous, je crois qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui vous tient à cœur, qui concerne aussi bien les écoliers que les étudiants et qui concerne la fracture numérique. Alors de quoi est-ce qu'on parle ? Tout à fait, merci beaucoup Philippine. Et en fait, on parle du fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des lycées et des collèges sont équipés en fait d'un espace numérique de travail. C'est 90% des collégiens aujourd'hui qui sont sur école directe. Or, la France est vraiment frappée par une fracture numérique qui est extrêmement forte. Oriane l'évoquait aussi en première partie d'émission. Il y a 13 millions de déconnectés en France. C'est absolument colossal. 13 millions, ça se décompose en fait en deux chiffres. 7 millions de personnes qui sont soit dans des zones blanches, soit qui n'ont pas l'argent pour acheter le matériel, et 6 millions de personnes qui sont pas à l'aise avec le numérique. Pas à l'aise avec le numérique, ça veut dire, je sais pas, attacher ou détacher une pièce jointe dans un mail. C'est absolument colossal et en fait, ça touche tout le monde. On pense que ça ne concerne que nos aînés et parce qu'on voit nos enfants, les écoliers, les adolescents tout le temps sur des smartphones et sur les plateformes, on se dit qu'ils sont très à l'aise avec le numérique. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Il y a un chiffre qui, moi, me fait froid dans le dos, qui a été mesuré par l'ARCEP en 2022 et qui dit que 30% des 15-29 ans, donc c'est absolument colossal, aujourd'hui se sentiraient peu ou pas compétents en matière d'administration numérique. Donc peu ou pas compétents en matière d'administration numérique, ça veut dire je ne sais pas comment je m'inscris à l'école, je ne sais pas comment je m'inscris à l'université, au Crous, à la CAF, sur école directe. Donc en fait, je ne sais pas forcément faire valoir mes droits. Et en fait, ce n'est pas la seule compétence numérique qui leur manque. Ça, c'est un autre chiffre qui vient de l'INSEE, qui est un peu plus qui date de 2019, et qui dit qu'un jeune sur 5 aujourd'hui a au moins une capacité numérique dans une des 4 grandes compétences identifiées par l'INSEE, à savoir l'information, la communication, les logiciels et la résolution de problèmes. Donc on a du pain sur la planche. Mais oui, on en a effectivement. Comment on fait justement pour remédier à tout ça ? Alors le gouvernement a déjà mis en place pas mal de choses avec une stratégie numérique pour l'éducation, avec un plan sur 2023-2027. Et en fait, cette stratégie, elle est introduite par la phrase suivante qui dit « Le renforcement des compétences numériques des élèves est aujourd'hui un impératif. Cela constitue avant tout un enjeu pour la vie démocratique, alors que le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie de chacun, notamment pour s'informer. » Donc c'est un enjeu de démocratie, c'est un enjeu de citoyenneté. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'école aujourd'hui, elle travaille sur 3 volets. Un premier volet qui est d'enseigner la citoyenneté numérique, et ça parle en fait d'esprit critique pour tous les élèves, donc c'est quelque chose d'absolument majeur. Le deuxième, c'est bien sûr de transmettre les compétences de base dans un socle numérique, et enfin, d'aller renforcer en fait les spécialités, les fameuses spécialités qu'on a en première et en terminale sur ces matières numériques, de façon à ce que ce soit vu dans le baccalauréat. Est-ce que c'est suffisant tout ça ? C'est nécessaire. C'est pas forcément suffisant. Il faut quand même être clair, il y a encore pas mal de chemin à faire pour lutter sur cette inclusion numérique. En fait, l'école pourrait s'inspirer de ce qui se passe déjà dans pas mal d'entreprises qui ont mis en place des postes de responsables de l'inclusion numérique. Pendant très longtemps, c'était fait par des associations, type Emmaüs Connect, donc c'est très bien, c'est formidable les associations, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et pour lutter contre l'électronisme, les entreprises ont commencé à former leurs collaborateurs, souvent les plus éloignés de l'emploi, à servir des outils digitaux pour poser leurs congés, pour faire une évaluation professionnelle annuelle, pour faire valoir son droit à la formation. Donc tout un tas de choses qui sont obligatoires. C'est des choses qu'on pourrait déployer à l'école. Par exemple, la Poste a formé 200 factrices et facteurs dans les 2 dernières années à avoir des responsables de l'inclusion numérique. On pourrait peut-être déployer ça à l'école également. Plein de bonnes idées en tout cas. Merci infiniment Isabelle d'être venue nous parler de la fracture numérique ici sur le plateau de l'École du Futur. Et puis on va passer à la deuxième partie du talk tout de suite. On va évoquer et continuer d'évoquer surtout les grandes tendances de l'année à venir dans le secteur de l'éducation et du numérique. On en parle tout de suite, juste après ça.
Et on va continuer d'en parler avec Sarah Taoudi. Vous êtes responsable des partenariats chez YouKnowY et expert des solutions EdTech. Et vous le voyez au quotidien, la technologie ne cesse d'influencer le travail des enseignants et l'apprentissage des élèves. Les startups du secteur de l'éducation proposent de plus en plus de solutions innovantes qui viennent enrichir les méthodes actuelles. Alors, à l'occasion de cette rentrée scolaire, on va parler avec vous, Sarah, et avec Oriane Ledroit, directrice générale d'EdTech France. On va essayer de comprendre quelles sont les solutions numériques et les nouveaux usages aussi qui risquent bien de trouver leur place dans les salles de classe cette année. Dites-nous tout. Quelle est votre analyse de cette nouvelle rentrée 2023-2024 ? On a déjà parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé des technologies immersives, on peut également parler de toute la partie inclusion, accessibilité, qui est un sujet vraiment primordial que portent les EdTech et qui va en fait permettre d'intégrer des élèves qui souffrent de tout type de troubles, par exemple les troubles dyslexiques, de pouvoir les intégrer en classe comme un élève classique. Et ça va permettre en fait de proposer une solution qui va s'adapter aux besoins de chacun. Chaque élève de la classe va utiliser la même solution. Je prends l'exemple de Cantu par exemple, qui est un outil qui permet d'avoir une sorte de classeur numérique. Chaque élève utilise la même solution, mais cette solution s'adapte aux besoins de chaque élève. D'accord. Et donc, à la fin de la journée, chaque élève a acquis les mêmes notions de la même façon. Ça permet vraiment d'uniformiser une classe et qu'un élève ne se sente pas exclu du système scolaire. Bien sûr. Quels sont justement les critères clés qu'il faut prendre en compte pour un enseignant pour justement avoir ces outils en classe pour qu'ils soient adaptés aux enfants qui ont parfois des troubles de l'apprentissage ? C'est important qu'effectivement un outil soit le même, qu'il n'y ait pas de distinction, en fait, qu'on ne fasse pas utiliser un outil spécifique à un élève, mais qu'on fasse bien utiliser le même outil à toute la classe pour vraiment créer une inclusion de l'élève. Il est également important que l'enseignant prenne en main cet outil pour qu'il se sente à l'aise et qu'ensuite il puisse le faire rayonner dans sa classe. Oriane, je vous renvoie à la question. Comment, selon vous, le gouvernement, le ministère, les institutions peuvent favoriser justement l'adoption et l'intégration de solutions numériques en faveur de la diversité et du handicap ? Je pense qu'il y a un sujet clé qui est la formation des enseignants. Aujourd'hui, un outil ne se suffit pas à lui-même, même s'il est bien conçu, même si le produit technologique en tant que tel est bien designé. Et donc la formation des enseignants, et à ce titre le réseau Canopé qui porte cette mission pour le compte de l'éducation nationale, a un rôle majeur. Beaucoup de EdTech et d'ailleurs EdTech France également travaillent avec ce réseau et avec les enseignants justement sur ces questions de formation. Et puis je pense qu'il y a aussi un enjeu plus d'évangélisation, même si je pense que c'est pas tout à fait le terme, mais de compréhension de l'utilité de ce type de besoin. J'utilisais tout à l'heure la comparaison avec les manuels scolaires. Évidemment, la transformation numérique, elle est totale. Le numérique n'est pas qu'un outil, c'est bien plus complexe que ça, et ça a un impact d'envergure sur l'apprentissage, les méthodes d'apprentissage, la société, notre façon de communiquer entre nous, etc. Mais je crois vraiment que le fait de penser les solutions numériques comme ou à l'image de ce que sont des manuels scolaires pour les enseignants, c'est-à-dire des appuis aux pratiques pédagogiques et non pas des substituts. Ça permet aussi de faire retomber un peu le soufflet, ou en tout cas le risque qui est parfois vérifié chez les enseignants d'être remplacés ou qu'on prenne leur place, et qui a tendance à limiter ou à freiner la volonté de rentrer dans ces usages et de les comprendre. Il y a énormément de solutions qui sont basées sur l'outillage des enseignants. Vous parlez de Cantu à l'instant. C'est des solutions en fait qui permettent à l'élève ou aux élèves d'apprendre de manière active, personnalisée, etc. et qui sont souvent des plateformes aussi pour les enseignants, pour suivre l'évolution des élèves, pour être capable ensuite de proposer de l'appui à ceux qui avancent moins bien, au contraire des ouvertures à ceux qui avancent plus vite. Et donc c'est vraiment ce côté à la fois formation et évangélisation ou démonstration de l'utilité
ça me paraît être les deux leviers pour que ces solutions se déploient et trouvent leurs usages. Merci, et encore une fois, trouvent leurs usages parce qu'elles répondent à un vrai besoin constaté et auquel on ne peut pas faire face autrement que par le numérique, ou en tout cas que le numérique permet d'y faire face de manière aisée, rapide, efficace. Merci beaucoup, Oriane. Vous en parliez également, les startups françaises qui prennent le large aussi parfois et qui s'envolent à l'étranger pour se développer. À l'instar de Lalilo, vous en avez parlé, Sarah, qui a été rachetée par le groupe américain Renaissance il y a quelques mois. 1 an plus tard, c'est Absco qui a été racheté aussi par un Américain. Et puis Oli Oli, qui permet l'apprentissage des langues, je crois, Sarah, qui s'est vue acquérir par le Suédois Albert. Qu'est-ce que ça signifie pour le secteur, Oriane Ledroit ? Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que nouvelle directrice générale d'EdTech France pour retenir justement ces pépites françaises et puis surtout les faire grandir ? Alors, je ne crois pas avoir un rôle pour les retenir. En tout cas, je ne pense pas avoir à ma disposition la seule responsabilité de les retenir et les seuls leviers pour les retenir. Ce qui est sûr, c'est que ça dit 2 choses. Un, que évidemment, la France n'est pas le seul pays à s'intéresser à la tech. Et d'ailleurs, sur ce sujet, on a parfois tendance à être un peu naïf. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, on porte des projets d'envergure avec des ambitions très fortes en matière de développement des EdTech et de soutien aux EdTech. Ils ont bien compris que c'était un ressort fondamental à la fois de leur souveraineté, mais aussi de leur compétitivité. Deuxième point que ça soulève, et c'est ce que je rappelais un petit peu dans les sujets prioritaires qu'on a chez EdTech France, c'est que ça montre que la EdTech produit des briques technologiques, de la technologie et des solutions qui ont de la valeur et que pour continuer à croître, pour continuer à développer ces modèles d'intelligence artificielle, ces modèles d'immersif, etc., il y a besoin de financement. C'est comme la tech, tous les autres secteurs de la tech aujourd'hui, il y a besoin de financement. Souvent, ce sont des financements qui sont importants puisque ça nécessite de développer des nouveaux modèles de langage, etc., qui sont innovants. Et donc, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent du secteur privé. Et à ce titre, on sait qu'en France, il y a à l'initiative du gouvernement, une mobilisation sans précédent des fonds et des institutions financières pour financer ces fonds. Et nous, on s'inscrit vraiment avec plaisir dans ces initiatives-là. Et il y a aussi, au-delà du financement de l'innovation, il y a aussi un sujet de commande publique. L'État, souvent, et c'est valable dans plein d'autres domaines hors de l'éducation, a fortiori au premier rang, d'ailleurs, le secteur de l'armement, tout ce qui est militaire, etc. On sait que l'État, aujourd'hui, est, par sa commande publique, un des principaux fournisseurs et soutiens de développement de la tech. Et en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que on a trop tendance sur le secteur de la tech à être dans un saupoudrage financier sur des logiques expérimentales, c'est-à-dire on veut tester des usages, on veut amorcer un petit peu des solutions, etc., mais que ça ne suffit pas. Et donc, on a un combat collectif, hein, c'est pas un combat du secteur au sens business du terme, c'est vraiment un combat collectif. On a des solutions qui fonctionnent, ce que je disais tout à l'heure, j'ai cité des données, des données d'usage qui sont à date, que ce soit sur le scolaire, mais aussi sur la formation professionnelle. Et donc, nous, ce sur quoi on discute avec les pouvoirs publics, c'est aussi de se dire que la commande publique, elle doit être au rendez-vous de ces enjeux financiers. Merci beaucoup, Oriane. On pourrait faire 4 émissions sur le sujet, tellement il y a de choses à dire. Merci infiniment, en tout cas, à nos invités du jour d'être venus sur le plateau ou à distance pour nous parler de cette rentrée 2023. Oriane Ledroit, directrice générale d'EdTech France, et on vous souhaite tout le meilleur au sein de cette association. Sarah Taoudi, responsable des partenariats chez YouKnowHi, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis évidemment, Isabelle Rouen, qu'on va retrouver très bientôt dans l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve demain dans l'école du futur. Ciao.